Bonjour à tous. Bonjour. On va se laisser, comme d'habitude, quelques minutes pour vous laisser arriver. Et puis on se lancera avec Adrien sur ce webinaire autour du cookie-less. Vous voyez Marketing Convertéo a envoyé un petit message dans le chat. N'hésitez pas à interagir dans le chat pour poser toutes vos questions. On essaiera d'en prendre le plus possible en cours de route. Et puis on se réserve aussi à la fin 10 minutes de questions-réponses pour revenir sur le contenu ou alors pour évoquer d'autres sujets qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter dans cette présentation. Je coupe mon micro quelques secondes en attendant que 11h05, on va dire que les gens se connectent et on démarre à ce moment-là. Super, et bien on va commencer tranquillement pour laisser le temps aux derniers retardataires de nous rejoindre. Donc pour commencer, une bref introduction sur Convertéo. On a un cabinet de conseil en data et digital qui s'est construit notamment autour d'une forte expertise sur Analytics. Et maintenant, depuis quelques années, on se diversifie, et notamment sur des sujets dont on va parler aujourd'hui, des sujets autour du média, des sujets autour de la privacy, qui sont notamment portés par Adrien chez nous, et puis d'autres sujets autour de l'économétrie avec les MMM, de la donnée first party avec le CRM, etc. Donc on va essayer de vous faire un petit résumé de tout ce qu'on sait très bien faire chez Convertéo sous l'angle du cookie-less. On va se donner 40 minutes pour avoir 15 minutes d'échange à la fin. Donc, on sera les deux intervenants aujourd'hui. Moi, je suis Emmanuel Chaumier, principal chez Convertéo dans les équipes médias. Et je m'occupe de tous les sujets liés à la mesure de la performance média, des sujets de tracking jusqu'aux sujets d'analyse de données via des dashboards ou d'analyse un peu plus avancées, comme les sujets de MMM. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui par Adrien. Bonjour à toutes et à tous, Adrien Corda, du coup je suis directeur Digital Trust et Compliance chez Convertéo. Je dirige une équipe de consultants spécialisés en conformité digitale, donc privacy, mais pas uniquement. On travaille aussi sur des sujets d'IA avec la IAC, DMA, DSA, etc. Et du coup forcément, j'accompagne nos autres practices, et notamment la practice média, dans la compréhension des impacts, des évolutions en termes de privacy, à la fois d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue technologique. Top. Donc chez Convertéo, on est 450, plus de 450 consultants maintenant, et on accompagne nos clients sur des sujets de la stratégie à l'opération, et on détaillera un peu plus dans ce webinaire quelques exemples concrets de projets autour du cookie-less. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux principaux sujets. Revenir sur l'annonce de Google au mois de juillet sur l'annulation de la fin des cookies tiers et décrypter concrètement comment Google compte s'y prendre avec les cookies tiers dans les mois et les années à venir. Et ensuite, on évoquera l'impact que ça peut avoir sur vos feuilles de route et sur les chantiers cookie-less que vous avez potentiellement déjà démarré depuis quelques mois, voire peut-être même quelques années. On finira par une partie de conclusion classique pour récapituler tout ça, et donc on essaiera de prendre un maximum de temps pour un Q&A à la fin. Et pour démarrer, je laisse la parole à Adrien pour revenir donc sur l'annonce du mois de juillet. Top.
Merci beaucoup. Ouais, du coup, alors je vais commencer par vraiment une introduction hyper basique, au cas où vous seriez arrivé dans ce webinaire sans savoir ce qu'est un cookie tiers, même si j'en doute, je vais vraiment prendre le contexte. Le cookie tiers, c'est un fichier qui est déposé potentiellement par des serveurs publicitaires lorsqu'un utilisateur se rend sur un site et que le site va incorporer des scripts publicitaires notamment, et la possibilité, le serveur publicitaire a la possibilité d'associer un identifiant utilisateur à un utilisateur via ces cookies-là. Ce qui va permettre, lorsque l'utilisateur se rend sur un second site, de retrouver ce cookie-là, de comprendre qu'il s'agit du même utilisateur et donc de suivre sa navigation. Et ça va permettre, notamment grâce à l'identifiant, mais aussi grâce à d'autres informations qui sont partagées par le site, notamment l'URL de la page sur laquelle l'utilisateur se trouve et des informations un peu plus contextuelles ou techniques telles que le user agent, donc des informations sur le navigateur, l'OS de l'utilisateur et par exemple son adresse IP potentiellement, de déduire non seulement qu'il s'agit bien du même utilisateur et de suivre sa navigation, mais aussi de déduire un certain nombre d'informations sur cet utilisateur, que ce soit ses habitudes de consommation, des intentions d'achat, des informations socio-démographiques par exemple, et tout ça, ça va permettre aux publicitaires de faire de la segmentation d'audience et de proposer de la publicité ciblée derrière. Et bon, ça, je vous dis ça, vous, si vous êtes ici, vous travaillez probablement dans le marketing digital. Pour vous, la publicité ciblée, c'est un moyen assez utile, soit de venir monétiser vos inventaires si vous êtes du côté éditeur, soit de venir placer, disons, le bon message à propos de vos produits face aux bonnes personnes et potentiellement, espérons-le, au bon moment. Donc, pour vous, c'est plutôt utile. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive à discuter de la dépréciation des cookies tiers ? C'est parce que cette vue-là que je vous propose, c'est une vue un petit peu naïve. C'est une vue qui est très simplifiée et je vous ai mis un unique serveur publicitaire, mais en réalité, ce serveur publicitaire, il peut représenter des centaines, voire des milliers d'acteurs de la publicité en ligne, et donc la donnée, elle peut être partagée entre énormément d'acteurs. Et ça, pour les associations de protection de la vie privée en ligne, c'est très problématique. À tel point que l'ICCL, qui est l'Irish Council for Civil Liberties, définit le RTB, qui est donc le protocole le plus utilisé en matière de publicité en ligne en temps réel, comme the biggest data breach, donc la plus grande violation de données de l'histoire aux États-Unis et en Europe. Et de l'autre côté, Brave, qui est donc un éditeur de navigateur Internet, donc concurrent de Chrome, mais sans commune mesure en matière d'adoption ou de part de marché, essaye aussi de militer pour la fin du RTB, donc de ce protocole qui va, selon eux, permettre la dissémination de données à caractère personnel, vraiment entre des milliers et des milliers d'acteurs, et donc porter préjudice à la vie privée des utilisateurs sur Internet. Ça a mené des acteurs, des navigateurs, des éditeurs de navigateurs Internet à déployer des solutions pour limiter les capacités de tracking au sein de leur navigateur. Et vous allez vous rendre compte, si vous ne le savez pas déjà, que Chrome, Google, du coup, n'est pas du tout un précurseur en la matière. Ça a plutôt commencé par Apple avec Safari en 2017. Merci. Oh. Pardon, ok, très bien. En 2017, donc même avant l'entrée en application du RGPD. Donc l'un et l'autre sont pas vraiment liés. Mais du coup, ça a commencé avec Apple en 2017, suivi d'assez près par Firefox, donc Mozilla au travers de son navigateur Firefox en 2018. Il a fallu attendre 2019 pour que Google commence à annoncer la dépréciation future des cookies tiers d'ici 2022. Donc l'équipe Chrome s'était déjà laissé 3 ans de délai. Et ce dont vous pouvez vous rendre compte en regardant cette très jolie frise chronologique, c'est que tandis que Apple, au travers de Safari et d'iOS, donc le pendant mobile de son système de son OS, et Firefox de son côté continuait à déployer des nouvelles solutions pour limiter les capacités de tracking de manière assez régulière, l'équipe Chrome de son côté n'a fait que travailler à essayer de trouver une solution sans jamais vraiment la déployer. Et Chrome et Google se sont retrouvés à plusieurs reprises d'ailleurs à retarder la date de l'échéance de la dépréciation des cookies tiers au sein du navigateur. Et tout ça, ça nous mène au 24 juillet dernier, lorsque l'équipe de Google Chrome, au travers d'Anthony Chavez, le VP de la Privacy Sandbox, a publié ce billet sur le blog qui s'appelle « A New Path for Privacy Sandbox on the Web ». Et alors ce billet, il est très très court, il est très succinct, mais il nous donne 2 informations assez importantes. Déjà, il nous rappelle le contexte du développement de la Privacy Sandbox, en précisant que Google a collaboré assez étroitement avec les régulateurs, notamment britanniques, la CMA, donc qui est l'autorité de la concurrence britannique, et l'ICO, qui est l'équivalent de la CNIL
au Royaume-Uni, et aussi avec les professionnels de la publicité en ligne et de l'Internet de manière générale. Et la seconde chose que ce billet annonce, et c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est un changement d'approche dans la Privacy Sandbox, et en fait la décision de laisser tomber vraiment la dépréciation des cookies tiers, et au contraire de proposer un projet d'une nouvelle expérience au sein de Chrome. Et d'abord, je vais vous parler de pourquoi est-ce que Chrome jette l'éponge, malgré des années de travail acharné pour trouver des solutions. Surtout qu'en face de ça, on voit que Apple avec Safari et Mozilla avec Firefox n'ont aucun problème à déployer des solutions similaires à la Privacy Sandbox en termes de limitation de capacité de tracking via les cookies tiers. La première raison, c'est que Safari et Firefox ne sont pas Google Chrome. Donc ça, on le voit avec le graphe à gauche. En termes de part de marché, Chrome écrase complètement la concurrence. Et quand on déploie une nouvelle fonctionnalité sur Chrome, c'est 2/3 du trafic de l'Internet mondial qui est impacté instantanément. Là où finalement, sur les autres navigateurs, on est beaucoup plus faible. Et je vous parlais de Brave un petit peu plus tôt. Brave n'apparaît même pas dans ce top 5. Il est niché au fin fond des autres navigateurs. Et la deuxième raison, qui est peut-être même la plus importante, c'est que, bien que, on dit que Firefox et Safari ne sont pas Chrome, mais au-delà de ça, Mozilla et Apple, c'est pas Google. Et ce que j'entends par là, c'est que Google, au-delà d'être l'éditeur de la solution de navigateur Internet la plus populaire dans le monde, c'est aussi et presque principalement un immense acteur du marché de la publicité en ligne. Et ça, on le voit dans le graphe de droite qui donne une idée des revenus publicitaires de certains des plus gros acteurs de la publicité en ligne. Et ici, d'ailleurs, on a YouTube et Google qui sont séparés, alors qu'au final, ils font partie du même groupe qui s'appelle Alphabet. Et donc, on voit que Google est bien plus important, par exemple, que Meta, dont l'activité quasiment principale est la publicité, et Amazon, qui fait pourtant des revenus très, très importants en matière de publicité. Et pourquoi c'est important ? Ça, c'est important parce que si on en venait à supprimer les cookies tiers dans Chrome aujourd'hui, tous ces acteurs indépendants qui avaient la capacité technique jusqu'alors de traquer les utilisateurs, de suivre leur navigation en cross-platform, donc d'un site à l'autre, et donc de générer des audiences publicitaires, de la segmentation d'audience à des fins publicitaires de manière complètement indépendante, ces acteurs-là vont devoir plutôt se rabattre sur la donnée qui est a priori la plus importante, ou l'une des plus importantes, et aussi l'une des plus performantes aujourd'hui, et qui le sera encore plus à ce moment-là, qui est celle de Google. Donc ça signifie que si l'équipe de Chrome limite les cookies tiers ou supprime les cookies tiers au sein du navigateur, l'activité publicitaire de Google exploserait encore plus qu'aujourd'hui. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est d'une part la CMA, j'en ai parlé juste avant parce que c'était au début du billet d'Anthony Chavez sur le blog de Chrome. La CMA qui est donc l'autorité de la concurrence britannique et qui avait, dès 2019, pris les devants assez rapidement pour lancer un contrôle auprès des équipes de Google et notamment des équipes Chrome pour s'assurer que le développement de la Privacy Sandbox et la suppression des cookies tiers dans Chrome se ferait de manière loyale vis-à-vis de la concurrence. Et la CMA, qui publie depuis tous les trimestres un rapport sur la tenue par Google de ses engagements en termes de pratiques concurrentielles, a publié en avril dernier la dernière version de ce rapport-là qui dit que Google a encore beaucoup de progrès à faire avant que les doutes sur l'impact en termes de concurrence soient levés. Donc ça, c'est le premier pendant, donc les autorités ne sont pas convaincues. Et d'autre part, l'interprofession, et notamment les adtech, donc vraiment les acteurs de la publicité d'un point de vue purement technique, testent les API de la Privacy Sandbox depuis un certain temps. Et ces API-là, elles sont censées remplacer les cookies tiers, ou du moins permettre le maintien d'un certain nombre de cas d'usage en l'absence de cookies tiers. Et ces adtech-là ne sont pas du tout convaincus par la performance des API, d'une part, et d'autre part, alertent sur le fait que le passage à ces API-là et la suppression des cookies tiers aurait un impact hyper important sur l'économie de l'Internet ouvert aujourd'hui. Et là, c'est ce que dit Criteo, par exemple, qui considère que si les cookies third party, donc les cookies tiers, étaient supprimés aujourd'hui, les sites éditeurs, donc qui vivent de la publicité en ligne et notamment de la publicité ciblée, perdraient jusqu'à 60% en moyenne de leurs revenus sur Chrome. Donc ce qui est évidemment incroyable. En termes d'impact business, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable. Et donc ça signifie que Google, en fait, avait tout simplement pas la capacité de supprimer les cookies tiers dans Chrome sans avoir un impact très très fort en termes de concurrence, et que malgré des années de travail acharné pour trouver des solutions en termes de Privacy Sandbox et de remplacement des cookies tiers, Google a décidé de jeter l'éponge. Et du coup, maintenant, je vais m'intéresser à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au travers de cette annonce-là, puisque du coup, l'équipe de Chrome annonce une nouvelle expérience dans Chrome qui permettra aux utilisateurs de faire un choix éclairé et qui s'appliquera à l'ensemble de leur navigation sur le web. Donc,
La première chose à laquelle quasiment tout le monde a pensé en lisant cette annonce-là, c'est oh là là, on va avoir un nouvel ATT. Donc l'ATT, c'est l'App Tracking Transparency Framework sur iOS, qui a donc été introduit par Apple, et qui ajoute une couche supplémentaire de consentement des utilisateurs pour pouvoir, en gros, les traquer sur les applications au sein d'iOS. Et c'est vrai que si on réfléchit en termes de les sites éditeurs, enfin plutôt les sites, ce sont des applications, et l'environnement dans lequel ces sites-là peuvent être utilisés par les utilisateurs, bah, c'est l'équivalent d'iOS, en gros, pour les applications. C'est vrai qu'il y a un parallèle qui peut être fait. Mais pour autant, il y a quand même des différences très importantes sur lesquelles j'aimerais bien revenir. Déjà, la proposition de Google n'est pas un nouvel ATT, puisque l'ATT, déjà, c'est spécifique à chaque application. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur va devoir donner son consentement pour l'accès à l'IDFA ou l'IDFV à chaque éditeur d'application. Et c'est l'éditeur de l'application qui va pouvoir définir, en gros, à quel moment ce prompt va apparaître. Là où la solution proposée par Chrome, elle est globale. C'est-à-dire que le choix va être fait une fois, une seule, et va s'appliquer à l'ensemble de la navigation. Et donc c'est pas forcément facile de tirer un trait, une corrélation entre, par exemple, les taux de consentement qu'on trouve aujourd'hui sur l'ATT et sur iOS et ceux qu'on va probablement voir dans Chrome, parce que pour certaines applications sur iOS, en fait, le fait d'avoir ce double prompt, c'était plutôt néfaste en termes de taux de consentement, puisque l'utilisateur se retrouve face à une sorte de consent fatigue, à devoir faire plusieurs actions pour pouvoir autoriser quelque chose qui peut mener certains utilisateurs à refuser la deuxième fois quand on avait accepté la première, enfin plutôt quand on avait accepté sur la CMP, refusé l'ATT, et du coup, bah, on n'a pas la capacité d'accéder à l'IDFA ou l'IDFV, et donc on est un petit peu coincé d'un point de vue purement technique. Tandis que de l'autre côté, c'est quelque chose de global. Mais donc certains éditeurs étaient un peu perdants vis-à-vis de l'ATT, et d'autres étaient plutôt gagnants, puisque en fait l'image de leur marque ou la façon dont ils avaient mis en place l'ATT faisait que les utilisateurs avaient tendance à plus consentir pour ces marques-là et pour ces éditeurs d'appli-là que la moyenne. Donc en fait, la capacité d'adapter ça app par app, ça pouvait aussi être bénéfique. Là où finalement, ça va être la même chose pour tout le monde va être logé à la même enseigne, donc on n'est pas vraiment capable de définir quel taux de consentement risque de résulter de cette nouvelle solution de Chrome. Et la deuxième chose qui est aussi importante, c'est que l'ATT encadre quelque chose de très spécifique. C'est l'accès à une donnée, enfin plutôt deux avec l'IDFA et l'IDFV, mais du coup l'identifiant de l'utilisateur sur le mobile, là où la solution de Chrome, elle va s'appliquer probablement à tous les cookies tiers et potentiellement par finalité. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même fonctionnement, d'autant plus que par exemple sur iOS, on a la capacité d'utiliser des cookies, même si on n'utilise pas l'IDFA ou l'IDFV. Par exemple, pour la mesure d'audience, on peut utiliser des cookies, donc même sans ce prompt-là, on peut s'en sortir. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre plutôt? Déjà la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que cette annonce de Google, cette fonctionnalité qui est proposée, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui notamment avait déjà été prévu par le législateur européen dès 2009. Ce que vous voyez à gauche, c'est un extrait d'une directive de 2009 qui est venue introduire notamment dans ePrivacy l'obligation de recueillir le consentement pour l'utilisation des cookies et autres traceurs. Et déjà dans cette directive-là, on nous disait que l'accord de l'utilisateur peut se déduire des paramètres appropriés du navigateur. Et ça a d'ailleurs été repris en France par la loi informatique et liberté, l'article 82. Et ce qu'on voit à droite, c'est d'ailleurs tiré des lignes directrices de la CNIL sur les cookies et autres traceurs. Et ce que nous dit la CNIL, c'est que oui, juridiquement, légalement, c'est possible, c'est prévu par la loi informatique et liberté. Par contre, techniquement, on en est très très loin. Et en fait, ce que dit la CNIL, c'est que ce consentement pour les cookies au niveau du navigateur, il faut qu'il soit conforme au RGPD. Et pour qu'un consentement soit conforme au RGPD, il y a un certain nombre d'obligations, et il y a notamment deux critères qui nous intéressent particulièrement, qui sont le côté éclairé et le côté spécifique du consentement. Donc il faut que les utilisateurs sachent exactement ce à quoi ils consentent, et surtout qu'il y ait un consentement assez granulaire. Et ce que nous explique la CNIL, c'est que en l'état de l'état de l'art, les navigateurs ne permettent pas de définir un consentement granulaire, donc par finalité, au niveau du navigateur applicable à tous les sites. Donc ce que ça signifie, c'est qu'on n'y est pas, qu'il y a encore du travail, et que ce que Google va probablement introduire dans Chrome, ça risque d'être une sorte de CMP au niveau du navigateur. Autrement dit, Google risque de créer une sorte de nomenclature des finalités, un peu similaire à ce qu'on trouve sur les sites, mais aujourd'hui c'est plutôt à la main des éditeurs de sites, pour définir quelles sont les finalités pour lesquelles on peut utiliser des cookies tiers. Et cette nomenclature-là, elle va devoir être traduite par les éditeurs de sites, ou plus vraisemblablement par les éditeurs de solutions de Consent Management Platform, donc de CMP, tels que Didomi ou OneTrust, pour faire ce travail de bijection entre les
les catégories de finalité et les catégories de cookies définies par les éditeurs de sites d'une part, et la nomenclature créée par Google qui deviendra une sorte de standard. Et en fait, les consentements qui vont être donnés au niveau du navigateur par l'utilisateur devront être déployés au niveau de la CMP. Donc ça, on n'y est pas encore, il y a encore beaucoup de travail, mais ce qu'on sait et ce que l'histoire nous a prouvé avec Consent Mode, c'est que le fait de faire déployer ou intégrer par des éditeurs de solutions de CMP des technos de Google, c'est quand même quelque chose qui est non seulement faisable, mais qui est potentiellement très rapide. Donc en conclusion de toute cette partie-là, on n'y est pas encore, et ça peut arriver très vite, mais surtout, est-ce que ça signifie que les cookies tiers vont rester et qu'il faut abandonner tous ces cookies de migration vers des stratégies cookieless? Bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas, non pas parce que les cookies sont complètement en train de disparaître du jour au lendemain, mais parce que d'un point de vue du métier, c'est toujours intéressant de continuer ces cas d'usage-là. Et là, je vais laisser la main à Emmanuel qui va vous expliquer pourquoi. Merci Adrien. Peut-être une toute petite pause pour savoir si vous avez des questions sur cette première partie et tout ce récap très exhaustif fait par Adrien. Je suis tout à fait d'accord avec Sébastien. C'était un excellent récap. Et ben, j'enchaîne, et si vous avez des questions sur cette partie, on pourra revenir dessus à la fin. Donc, comme le disait Adrien, on va parler des impacts et notamment changer un peu la perspective par laquelle on visualise les impacts de la fin cookie. Déjà, la première réponse, on va dire la plus facile, c'est de dire en fait rien ne change puisque quand Chrome sortira sa CMP sur navigateur, il suffirait qu'il y ait 30% d'opt-out pour que la majorité du web soit cookieless. Aujourd'hui, on l'a vu, 60% de Chrome, c'est 60% des navigateurs. Donc, il y a déjà uniquement 60% des navigateurs, 65% qui utilisent des cookies tiers. Donc, si on enlève 30% de ces 65%, et ben là, on sera dans un web essentiellement cookieless. C'est la réponse la plus facile. La réponse que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, elle est un peu différente. Et je vais essayer de vous la présenter en s'attaquant à 3 types de projets qui sont les projets phares de ce qu'on appelle une stratégie cookieless. Les projets phares d'une stratégie cookieless, c'est le partage de données first party CRM. Ce qui se cache derrière, c'est le partage d'emails, par exemple, aussi bien pour des finalités de ciblage, donc cibler dans ces campagnes médias des audiences CRM, mais aussi sur des sujets d'attribution, comme audience conversion, par exemple, et donc améliorer son attribution grâce aux adresses email. On va parler aussi du server-side, qui est donc la manière de collecter sa donnée en passant par un serveur. Et enfin, on parlera de mesures cookieless, avec notamment la notion de test et la notion de MMM. Et donc, ces 3 sujets, jusqu'à maintenant, et moi le premier d'ailleurs, je les ai souvent présentés comme étant une alternative à la fin des cookies, donc pour des projets pour remplacer les cookies tiers, contourner les limites des navigateurs et continuer à maintenir le même service dans un monde cookieless. Depuis 2023 et puis l'année 2024, on a eu beaucoup de ces projets qui ont avancé, on a pu faire beaucoup de tests. Et grâce à ces tests, on peut maintenant changer un peu de mindset. Et l'approche qu'on aimerait vous présenter maintenant, c'est qu'en fait, ces projets, de partager de la donnée CRM, de faire du server-side, de mesurer avec des méthodologies cookieless, en fait, ça génère des gains de performance. Ce n'est pas seulement une migration technologique pour continuer à assurer le service minimum, c'est vraiment des modifications qui vont vous permettre de passer un cap et d'améliorer votre performance. On va ensuite dérouler on va prendre projet par projet. Pour chacun de ces types de projets, on va vous montrer les gains de performance qu'on a pu observer chez Converteo via des retours d'expérience de projets, des règles de ce qu'on a pu faire chez certains clients. On vous partagera aussi des bonnes pratiques pour mettre le pied à l'étrier et efficacement se lancer sur ces nouveaux projets. Et après, on donnera quand même quelques billes sur quels peuvent être les impacts du maintien des cookies tiers pour encore quelques mois sur Chrome. Donc, les retours d'expérience sur la partie partage de données first party CRM. Je commence par le bas de la slide. On s'est basé sur des retours d'expérience, notamment en accompagnant des clients comme Samsung France, Accor, L'Oréal et d'autres. Et ça nous a permis d'arriver à 3 conclusions. La première conclusion, c'est la plus évidente, c'est que l'utilisation de données CRM en ciblage, ça coûte plus cher. On va avoir des hausses de CPM parfois de
1,5 même à x3 parfois, et des hausses de CPC de fois 1,5 à x2. Cette hausse, elle est mécanique, elle est liée aux besoins technologiques à la technologie qu'on utilise quand on va cibler des audiences CRM. Cibler une audience CRM, ça veut dire demander à Google de la récupérer, enfin, demander à Google ou d'autres partenaires, mais typiquement demander à Google de la récupérer, de la croiser avec sa propre base de données et d'alimenter nos campagnes avec. Et donc, cette chaîne fait intervenir des traitements par Google qui coûtent de l'argent, et donc on va avoir une hausse assez mécanique des coûts. Ça, c'est le premier constat qu'on voit très rapidement à la lecture de rapports de campagne, dès qu'on isole de l'investissement sur de la donnée, sur du ciblage CRM par rapport à des ciblages, soit via des cookies standards, soit via des audiences fournies par Google ou d'autres. Le deuxième constat, qui est aussi assez rapide, c'est que de manière assez automatique, on voit une augmentation, une amélioration du ROAS. Et l'amélioration du ROAS, on a fait plusieurs tests, donc on a une fourchette assez large, on va dire. On peut aller jusqu'à un ROAS qui peut doubler quand on fait du ciblage à partir sur de la donnée CRM par rapport à de la donnée cookie. Donc cookie au sens les audiences fournies par vos partenaires médias. Et l'autre information assez intéressante, c'est qu'on voit aussi une amélioration du ROAS par rapport au ciblage sur d'autres audiences first party qui seraient basées sur des cookies. Par exemple, tous les visiteurs de votre site web. Donc, on a systématiquement la donnée CRM, d'un point de vue conversion, permet d'améliorer les performances. Et donc, quand on parle de ROAS, évidemment, ça veut dire qu'on a pris en compte la hausse des coûts. On a une amélioration qui va couvrir la hausse des coûts qu'on aura observé en utilisant de la donnée CRM. Et le troisième constat qu'on a aussi pu faire, c'est que sur la notoriété, les résultats sont très variables. On a eu des tests avec certains clients où on a vu aucun intérêt à utiliser de la donnée CRM dans des campagnes avec des objectifs de notoriété, donc en branding. Et au contraire, on en a certains pour lesquels on a eu des gros taux de complétion. Et donc ça veut dire que c'est pas automatique. La donnée first party CRM nécessite une utilisation raisonnée et réfléchie pour générer une hausse de performance à chaque étape du funnel. Et c'est un peu les bonnes pratiques qu'on va vous présenter par la suite, vont essayer de vous montrer comment est-ce qu'on arrive à avoir un gain assuré sur chaque étape du funnel, donc notamment sur la partie branding et notoriété. Donc la première bonne pratique pour accélérer sur l'utilisation de la donnée CRM first party, c'est d'abord de faire un audit. Un audit parce que souvent, quand on veut utiliser de la donnée CRM à des finalités médias, on n'a pas conscience de la richesse de cette donnée, de tout ce qu'on a comme données CRM disponibles et tout ce qu'on pourrait faire avec. Donc l'audit, il va consister à aller fouiller les bases de données CRM pour comprendre qu'est-ce qu'on a sous les mains, quelle mine d'or on a sous les mains et qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Donc le premier audit, il va viser à aller analyser notre base de données, analyser l'historique de nos performances CRM, quels sont les segments d'audience qui fonctionnent bien via les activations CRM. Donc, ce n'est pas les mêmes types d'activations, mais ça nous donne quand même des premiers indices de réaction à l'exposition publicitaire. Et ensuite, on va aussi regarder nos stratégies médias pour se dire, dans ma stratégie média, où est-ce que je pourrais aller injecter de la donnée first party CRM pour améliorer mes performances. À partir de l'audit de ces 3 blocs, on va pouvoir construire une première stratégie, des premières hypothèses qui vont être construites à partir de 3 étapes. La première, c'est la classification de nos segments en fonction de la logique du funnel média. Ce segment-là, je vais le mettre plutôt pour mes campagnes de performance. Ce segment-là, je vais m'en servir pour faire des lookalikes pour mes campagnes de branding. Et donc, on va classifier tous nos meilleurs segments comme ça. Ensuite, on fait un arbitrage. Parmi tous ces segments, est-ce que je les active tous? Ou est-ce que je vais plutôt en activer seulement certains pour des premiers tests et voir comment est-ce qu'ils réagissent? Et ensuite, je vais avoir un raisonnement par plateforme pour m'assurer que je vais être capable d'adresser mon message à tous mes clients. On sait que certains clients vont, en fonction des tranches d'âge, par exemple, vont plutôt être sur telle ou telle plateforme. Et donc, il faut aussi être capable de répartir ces segments pour s'assurer que notre base client, en tout cas notre cible CRM, est bien adressée sur tous les canaux. Et donc, cette réflexion de départ, elle va nous donner des hypothèses. Et ce n'est pas encore à ce niveau-là qu'on est assuré d'avoir des résultats, des bons résultats. Pour être assuré d'avoir des bons résultats, il faut compléter ces hypothèses d'un plan de test. Il faut tester, on est obligé de tester sur la donnée first party CRM. Tout d'abord parce qu'on l'a vu, ça coûte plus cher. Avoir un test, ça permet de dire ensuite au sein de l'entreprise, je sais que ça coûte plus cher, mais ça m'a rapporté beaucoup plus que ce que ça m'a coûté. Donc ça permet
d'inscrire dans le marbre l'intérêt de ces données là, et le gain financier. Et ensuite, construire des tests, ça permet aussi d'évaluer quelles sont les meilleures audiences pour nos activations, et encore une fois, notamment les activations haut de funnel, pour lesquelles il y a toujours un doute au démarrage et ça nécessite de l'amélioration. Un plan de test, chez Converteo, de manière assez standard, on a 4 grandes étapes. On va définir les questions auxquelles on veut répondre. Ces questions, on va les décliner en tests. C'est pas souvent une question, un test, c'est plutôt une question, plusieurs tests pour avoir une réponse complète. On va prioriser ensuite ces tests sur une roadmap. Quel test est-ce que je lance en premier? Faire attention à ne pas lancer trop de tests en même temps pour pas qu'ils se cannibalisent et s'assurer qu'on a vraiment des performances qui sont les plus faciles à analyser. Et ensuite, à la fin, on en fait des golden rules. On en fait des règles d'or qui vont être destinées ensuite à avoir un impact sur nos campagnes médias, pas seulement sous une forme de test, mais vraiment sous une forme industrielle, que chaque campagne média ait la bonne audience CRM attachée à sa campagne. Je donne un exemple assez... Et les prérequis, avant de lancer un plan de test, avant de lancer de l'activation sur la donnée 1P CRM, il faut maximiser ses investissements sur la 1P, il faut être capable d'avoir un certain volume sur ces audiences pour que les tests donnent des résultats et qu'on puisse les analyser. Donc, il faut être capable d'isoler souvent la partie investissement 1P CRM et d'avoir un capping minimum assez important pour être sûr de dépenser et pouvoir avoir des apprentissages. Et ensuite, il faut s'assurer que les segments CRM sont suffisamment fournis pour avoir un pool d'audience suffisant pour que les plateformes puissent ensuite les cibler ou que le lookalike puisse s'activer convenablement. Et donc, il faut respecter les seuils des plateformes. Un exemple de plan de test, je vais le faire assez rapidement parce que l'heure qui défile. On part d'une question vraiment standard, la question que je répète depuis le début de cette partie. Est-ce que mes audiences CRM vont améliorer mes performances en branding? Est-ce que je vais avoir de meilleures performances de notoriété grâce à mes audiences CRM par rapport au business as usual, c'est-à-dire par rapport à mes campagnes de branding standard? Ensuite, on va décliner ça en tests et on peut imaginer 3 types de tests. On peut se dire, dans mes campagnes de branding standard, parfois, j'active des audiences cookies et donc je vais comparer des audiences first party, basées sur des cookies. Et donc, je vais comparer mes audiences CRM, donc mes audiences email, par rapport à mes audiences cookies, tout visiteur du site. Évidemment, on est en awareness, donc c'est plutôt les lookalike de ces audiences qu'on va cibler ensuite dans la campagne. Deuxième idée de test, je vais comparer ma donnée 1P CRM à des audiences Google, affinitaires, in-market, pour voir si la 1P CRM, les lookalike de 1P CRM, me génèrent une meilleure performance en awareness. Et enfin, le dernier test, c'est je vais comparer si le fait d'activer de l'audience CRM en plus de l'audience cookie, c'est-à-dire je rajoute de l'audience, je prends un gros lookalike de mes visiteurs du site et je rajoute par-dessus un lookalike de mes audiences CRM et je vais encore comparer ça à des audiences Google, affinitaires et in-market. Et grâce à ça, avec ces 3 tests, je devrais être capable de répondre à la question initiale. Oui, ça améliore mes performances et par rapport à quoi? Par rapport à des audiences first party cookies, par rapport à des audiences affinitaires, etc. Ensuite, la troisième étape, c'est la priorisation. Ici, la priorisation, souvent la priorisation la plus classique, c'est essayer d'estimer pour quel test est-ce qu'on a le plus de chances d'avoir des résultats analysables. Avoir des résultats analysables, ça veut dire pour quel test est-ce qu'on est assez certain de diffuser suffisamment pour avoir des résultats. Et est-ce qu'on se dit il va y avoir un résultat assez discriminant. Ici, en prenant ces logiques, on prioriserait d'abord le test 3, où on a un gros pool de données first party par rapport à des audiences de partenaires. Donc, on se dit, je vais avoir suffisamment de volume. Et il y a quand même une grosse différence entre l'audience first party et les audiences des partenaires. Donc, je devrais avoir des résultats. Et ensuite, on va mettre la 2 et la 1. La 1, le test 1 étant le test le plus compliqué parce qu'on pourrait avoir des problèmes de volume. Et puis, on se dit, on est quand même en train de comparer des audiences qui sont assez proches. Donc, ça pourrait être plus difficile d'en sortir des insights. Donc, on les priorise comme ça dans le temps et on les lance dans cet ordre-là pour être capable ensuite de conclure et de répondre à notre question initiale qui nous donnera donc une Golden Rules. On pourrait imaginer, par exemple, cette Golden Rules qui dirait les audiences 1P CRM doivent être utilisées en combinaison d'audience cookie, d'audience 1P cookie pour avoir les meilleurs résultats. Et ça, ensuite, cette information, on la diffuse dans notre plan média et à chaque fois qu'on active des audiences de retargeting cookie, donc des gens qui sont venus sur notre site, on va combiner ça avec de l'audience CRM. Donc voilà, ça c'est un exemple de plan de test qu'on peut imaginer sur YouTube pour en savoir plus sur sa donnée first party.
Pour conclure, donc ça c'est un peu le tour sur les bonnes pratiques de la first party. Il y en a évidemment d'autres qu'on aurait pu imaginer, on en reparlera un peu à la suite de cette présentation. Et pour revenir au sujet traité par Adrien en introduction, qu'est-ce que ça change concrètement? L'annonce de Google. L'annonce de Google, elle va changer deux choses. Elle va nous donner un petit peu plus de temps pour continuer cette migration vers l'utilisation de données first party, et ça va nous permettre de conserver le targeting, le retargeting cookie dans l'environnement Chrome. Et il y a deux, notamment, il y a un signal qui a été assez fort récemment pour montrer que Chrome et Google, au sens Google Marketing Platform, réinvestissaient sur la technologie cookie. Ils ont notamment développé la fonctionnalité d'audience expansion dans YouTube qui permet de construire des lookalikes à partir d'audience GA4. Il y a encore quelques semaines, cette fonctionnalité n'existait pas. Et suite à l'annonce de Chrome et quelques retours utilisateurs, Google a mis les bouchées doubles et désormais, on est en mesure de faire de l'audience expansion, donc du lookalike, sur des audiences GA4 pour des campagnes YouTube. Donc, le réinvestissement de Google sur ce type de fonctionnalité montre qu'on va pouvoir continuer à compter dessus dans nos plans médias et donc continuer à jouer de cette complémentarité cookie et audience CRM. Et le deuxième point, c'est continuer aussi d'investir sur des audiences cookies. On voit que les audiences CRM, elles fonctionnent très bien, mais ce qu'on voit aussi chez nos clients, c'est que ça ne permet pas d'avoir un volume d'investissement suffisant pour que toutes les stratégies passent uniquement par des audiences CRM. Donc, on recommande aussi de continuer d'utiliser des combinaisons d'audience CRM et d'audience cookies, tout en investissant sur la collecte de données CRM pour que on voit un peu cette courbe chez nos clients, c'est-à-dire qu'à l'avenir, on va avoir de moins en moins de cookies et que cette baisse de cookies, vous puissiez l'encaisser en ayant fait les bons investissements dans la collecte de données CRM pour récupérer, pour avoir suffisamment de bases adressables pour vos campagnes. Donc ça, c'était la première partie sur le ciblage first party. J'ai vu qu'il y avait quelques échanges dans le chat et je vois. Un changement de taux de matching. Alors, on n'a pas fait cette analyse récemment sur le changement de taux de matching, sachant que pour l'instant, les cookies tiers n'ont jamais été vraiment supprimés sur Chrome, donc l'annonce de Google n'a pas d'impact aujourd'hui, ne devrait pas avoir d'impact. Mais c'est quelque chose qu'on monitore plateforme après plateforme, donc on pourrait regarder ce que ça donne. Il y a une dimension scaling limit. Alors Sébastien, je veux bien que vous précisiez ce que vous entendez par scaling limit. C'est pas clair pour moi et ça ne l'est pas trop pour d'autres. Et Kim, quelle serait la taille minimum de la base de données pour mettre en place ces tests? Ça va dépendre des audiences et des tests que vous voulez mettre en place. Si vous voulez tester par exemple quelque chose qui s'appuie sur du lookalike, on peut imaginer avoir une audience assez faible. Ça peut être une audience de peut-être 1000 personnes. En revanche, si vous voulez servir d'une audience sans lookalike avec un ciblage précis, il faut avoir une audience plus grande. Et ça, je vous recommande d'aller regarder dans les documentations des plateformes qui vous indiquent assez clairement quels sont les seuils minimum pour qu'une audience puisse fonctionner correctement en lookalike ou, très bien, merci Sébastien, en lookalike ou en ciblage direct. Deuxième sujet dont on voulait parler aujourd'hui, c'est le server-side. Je vais aller un petit peu plus rapidement sur ces dernières parties pour être sûr d'avoir un petit peu de temps sur les questions. Et donc le server-side, un rapide rappel de ce que c'est. Le server-side, c'est la migration de la collecte de données. Aujourd'hui, la collecte de données, elle se fait directement, elle se fait en client-side, c'est directement de la brique de gauche, le site web, vers ici on a mis un exemple de GTM server-side, mais vers du site web, vers les partenaires. Donc en client-side, on est uniquement dans le bloc de gauche en violet et le bloc du bas en gris. Et demain, avec le server-side, on va avoir une infrastructure un petit peu plus complexe, mais on va montrer par la suite ce qu'elle permet de faire. On va passer par un serveur qui va transmettre l'information à un gestionnaire de tags et qui le transférera au serveur des plateformes. Donc, on va rajouter ce serveur au milieu qui va nous permettre pas mal de choses et notamment des gains de performance qu'on va vous préciser dans les slides suivantes.
Le premier retour, les retours d'expérience qu'on peut vous donner sur le server-side, ici c'est un peu différent de la donnée first party. On a 2 retours d'expérience. Ça permet le server-side d'améliorer l'existant, c'est-à-dire on va collecter exactement la même donnée, rien de plus. En revanche, on va réussir à transmettre plus de données aux plateformes de marketing digital que vous utilisez, que ce soit des plateformes médias ou des plateformes analytics. On a vu par exemple chez notamment un de nos clients, via la Conversion API, une augmentation de 50% des conversions collectées, puisque en passant par un serveur. Et sur Google Analytics, les gains sont un petit peu plus faibles, mais on est parfois sur des volumes assez énormes. On peut avoir, simplement en passant au server-side, des gains de 1 à 2% de conversion et de chiffre d'affaires via le server-side. Je vais revenir là-dessus juste après. Et ensuite, le server-side, ça permet aussi de lancer des nouveaux use cases qui vont nous permettre notamment de partager de la donnée first party confidentielle. On verra juste après ce qu'on veut dire par là. Et une meilleure gestion de la privacy. Idem, on va voir ce qu'on veut dire par là. Sur la partie amélioration de l'existant, je ne veux pas rentrer dans trop de techniques dans ce webinaire, mais les raisons essentielles pour voir ces gains de performance, c'est tout d'abord, on va contourner les limites des navigateurs. Donc, si vous êtes, par exemple, si beaucoup de vos utilisateurs sont sur Safari, quelqu'un qui aujourd'hui convertit sur Safari, on ne sait pas s'il n'est pas venu sur votre site dans les 24 heures, on ne pourra pas rattacher la conversion à votre site. Donc, et le server-side permet de dépasser cette limite. Donc ça, c'est un exemple qui permet au server-side, notamment sur Meta, Facebook, de faire augmenter vos conversions. Et sur Google Analytics, c'est pas le même problème, c'est plutôt réussir à contourner certains adblocks qui, là aussi, nous donnent un gain. Si vous avez des questions sur la partie technique, on a plein d'articles sur le sujet sur le site de Converteo qui pourront notamment vous en dire plus. Et donc, pour revenir sur les retours d'expérience et les bonnes pratiques sur le server-side, je voulais juste déjà décomplexifier le sujet. Quand on parle de server-side, au début, pas mal de nos clients ont un peu peur d'un énorme chantier en se disant « mais si je migre tous mes tags, toutes mes solutions en server-side, ça va coûter beaucoup d'argent et beaucoup de temps. » La réalité est un peu différente. La plupart de nos clients vont faire une migration partielle et ils vont simplement migrer leurs tags de conversion. Pas migrer les pages vues, pas forcément migrer les micro-conversions d'ailleurs, mais essentiellement les conversions qui sont le cœur de l'optimisation média et qui permettent des gains de performance en ayant une gestion des coûts et une gestion de la complexité beaucoup plus facile. Donc cette slide elle est là pour vous dire, migrer en server-side, ça ne veut pas forcément dire migrer 150 tags, mais peut-être migrer 5 tags déjà et voir les gains de performance observés sur la slide précédente. La migration totale, elle existe aussi. Elle est moins commune. Elle existe notamment pour les comptes qui veulent avoir des implémentations un peu spécifiques, beaucoup plus avec des déploiements beaucoup plus privacy safe, on va dire une meilleure gestion de l'anonymisation du trafic sur leur site, et aller plus loin dans la gestion de la donnée qui transite de leur site à leurs partenaires. La deuxième bonne pratique qu'on voulait vous montrer, c'est basé sur le partage de la donnée first party confidentielle. Cette bonne pratique, elle s'appuie sur un élément supplémentaire dans l'infrastructure server-side déjà assez compliqué, et en rajoutant, on va dire, une base de données dont vous êtes propriétaire qui va communiquer avec le serveur par lequel passera vos tags, vous allez pouvoir débloquer plein de nouveaux use cases. Encore une fois, je passe assez vite sur les complexités techniques. On pourra évidemment prendre le temps d'en parler à la suite de ce webinaire, mais je vais surtout vous montrer les finalités business que permettent l'intégration, la communication d'une de vos bases de données avec un serveur. Les finalités business qu'on peut mettre en place grâce à cette base de données interne, c'est premièrement être capable de communiquer des données produits entre vos données produits propriétaires à votre plateforme d'achat média pour optimiser vos stratégies d'enchères. Les données produits dont on se parle, c'est des données produits qui ne sont pas accessibles sur votre site parce que vous ne souhaitez pas qu'elles soient disponibles sur votre site, parce que si c'est disponible sur votre site, c'est disponible pour vos concurrents assez rapidement. Donc, c'est des données qui existent chez vous, dans vos bases de données, et qui sont sécurisées dans le sens où elles ne sont pas disponibles ouvertement sur le web. Ce type de données, ça peut être les informations de marge par produit, ça peut être les informations de retour par produit,
Ça peut être des scores. Quel produit me permet de générer le plus d'upsell dans les 6 mois. Et ces données produits, quand vous les transférez à votre plateforme d'achat média, elles vous permettent d'améliorer vos stratégies d'enchères pour maximiser des nouveaux KPI. J'ai mis un exemple à droite de ce qu'on a pu observer avec un de nos clients sur du retail, où on a pu transférer la marge, et on a pu donc rentrer dans une logique d'optimisation de la marge plutôt que d'optimisation du chiffre d'affaires. Donc on a une augmentation des investissements, on a eu un chiffre d'affaires qui n'a pas énormément augmenté, par contre on a eu un taux de marge qui a nettement augmenté en allant favoriser des produits qui ont une meilleure marge. Ça c'est un premier exemple assez standard. Deuxième exemple, avec les données clients, où là aussi on peut imaginer que vous ayez une base de données clients, vous ne souhaitez pas encore une fois que ces données soient accessibles sur le site, et on va pouvoir faire exactement la même chose qu'avec les produits, transférer ces données clients aux plateformes d'achat média pour améliorer vos stratégies d'enchères. Vous pouvez imaginer des statuts sur les programmes de fidélité, des statuts sur l'omnicanalité, par exemple, est-ce qu'un client achète que en ligne ou en ligne et en magasin, ou alors encore des scores sur certains de vos clients. Et l'exemple qu'on met à droite, ici, c'est on a envoyé un statut omnicanal à Google Ads pour optimiser les investissements sur la plateforme, et on a réussi à avoir beaucoup plus, à augmenter les conversions faites par les clients qui convertissent en ligne et offline, plutôt que les clients purement online, pour maximiser le CA global. Donc c'est des use cases hyper intéressants, il y a de la technique derrière évidemment, mais le server-side, au-delà, permet vraiment d'aller loin sur ces use cases. Ensuite, il y a les sujets d'anonymisation, qui, je vais aller très vite là-dessus, qui vont vous permettre d'aller plus loin dans le paramétrage de certaines plateformes. Les données qu'on va chercher à anonymiser lorsqu'on les transfère à certains partenaires, ça peut être les données d'adresse IP, ce qu'on appelle les PII, des données personnelles identifiantes. On peut être amené à vouloir supprimer, ou en tout cas ne pas transférer à certains partenaires ces informations, des adresses IP, des emails en clair, des adresses en clair, des numéros de téléphone en clair, etc. et potentiellement d'autres informations que votre DPO pourra juger comme étant personnellement identifiantes. Et c'est le fait de pouvoir supprimer ces données grâce au server-side, ça va vous permettre d'activer certaines fonctionnalités d'outils, comme par exemple pour Google, on pourrait imaginer l'activation de Google Advanced Consent Mode, qui permet une modélisation plus avancée que le Consent Mode basique. On a vu chez certains clients là, que ça permettait de modéliser par exemple 30% des transactions, ce qui est assez logique hein, quand on a un taux de consentement à 60-70%. Et ça peut permettre aussi d'activer des nouvelles plateformes si certaines plateformes font peur à nos IPO. Je pense par exemple pour les comptes internationaux, c'est par exemple TikTok aux États-Unis, pour lesquels le partage de données est très contrôlé. Une slide peut-être pour finir et pour revenir sur la donnée first party. Les projets qu'on présente ici sont évidemment complémentaires et activer du server-side plus de la donnée first party CRM, donc des emails hachés évidemment, ça permet d'avoir encore des impacts supplémentaires par rapport à juste la donnée first party CRM ou juste utiliser le server-side. On va améliorer la réconciliation, encore plus on va faciliter l'attribution entre quelqu'un a vu une publicité et a acheté sur mon site. Et ensuite, on améliore l'attribution, on améliore la qualité des algorithmes des plateformes d'achat, et donc on améliore aussi in fine nos performances médias. On a pris l'exemple de Google ici, mais évidemment tout ça, c'est valable sur tous les outils que vous utilisez tous, Meta, TikTok, Snapchat, les outils d'affiliation, etc. Pour finir sur cette partie, on ne voit pas trop d'impact de la nouvelle de Google Chrome, parce qu'en fait, d'un point de vue tag, toutes les solutions ont déjà migré vers des cookies first party, ou alors 90%. Et donc le fait de maintenir les cookies third party, d'un point de vue collecte de données site-centric, l'impact, on va dire qu'il est nul. Et donc vraiment, ça ne change rien. Ce qu'a dit Chrome sur les sujets server-side, c'est il faut y aller. Et là, on n'a même pas un petit peu plus de temps pour y aller. Là, le sujet est toujours d'actualité. Bon, j'ai dit que j'allais essayer de récupérer un peu le temps perdu. Évidemment, je n'y arrive pas. Donc, je vous posais vos questions. Je les regarderai juste à la fin de cette partie. Et si, Adrien, tu as la réponse à des questions dans le chat, évidemment, n'hésite pas à les prendre. Et sinon, je les prendrai à la fin. Dernière partie, en 5 minutes, celle-là, c'est promis. La mesure cookieless. Qu'est-ce qu'on appelle la mesure déjà en 2024 chez Converteo? Je pense que vous l'avez vu aussi, cette slide, le triangle de la mesure. Pour avoir une bonne stratégie de pilotage de sa performance média, mais même sa performance digitale au sens large, il faut combiner 3 approches.
de l'expérimentation, ce qu'on appelle le test and learn, de la modélisation de l'économétrie avec les sujets de marketing mix ou media mix modeling, et enfin l'attribution, la lecture des performances au jour le jour dans ces plateformes médias. L'attribution est peut-être ce qui est le plus touché par les cookies, la fin des cookies tiers. Donc là, dans cette partie, on va se concentrer sur la partie expérimentation et marketing mix modeling. Tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est important de se lancer sur des stratégies de test avancées et du marketing mix modeling? Premièrement, sur les stratégies de test, on a un chiffre qui est une étude menée par Meta qui montre que 30% qu'on peut attendre des gains de performance de l'ordre de 30% dès qu'on a une roadmap de tests annuelle ambitieuse et qu'on ne crée pas des tests à la volée au lancement de chaque campagne. Dès qu'on prend un peu de recul, qu'on priorise, qu'on met ça sur une roadmap et qu'on s'attache à respecter cette roadmap et à appliquer les résultats de nos tests, on peut avoir des gains de performance assez rapides. Et ensuite, le test, ça s'applique à tout, à la donnée first party qu'on a vu juste avant, à des stratégies de contenu, à de l'optimisation de media planning, de campagne évidemment. Donc c'est quelque chose qui doit être maintenant au cœur de toutes les stratégies. Et sur le MMM, qu'est-ce qu'on a comme gains? Les gains sont différents. Là, pour le coup, ils varient énormément, évidemment, d'un annonceur à l'autre. Mais les gains qu'on peut voir, c'est typiquement des valorisations ou revalorisations de certains leviers par rapport à d'autres. Un MMM qu'on a lancé cette année nous a par exemple montré que le search mark générait un ROI beaucoup plus faible que le search générique, ce qui est quand même pas ce qu'on voit à la première lecture dans les plateformes. Et donc ça, derrière, ça donne des envies de test. Et on a aussi eu, sur un autre MMM, la valorisation de la télé en complémentarité du reste, en montrant que quand on rajoutait de la télé dans une partie du plan média, on avait des hausses de 10% du ROI. Et donc la télé, même si c'est cher et il y avait des doutes sur la qualité de la mesure et de l'impact, ça générait un bon retour sur investissement. Je vais passer sur la définition du MMM parce qu'il nous reste très peu de temps, mais si vous avez des questions, je vous laisse les poser. Peut-être ce qu'il faut retenir dans cette partie, c'est que les stratégies, les méthodologies de mesure, il faut les utiliser toutes les unes en complément des autres. La première complémentarité assez évidente, c'est utiliser le test pour compléter les apprentissages d'un MMM. Un MMM, on l'a vu juste avant, ça va peut-être vous dire, le search mark, il fonctionne pas aussi bien que le search générique. Ok, mais ça va pas nous dire, ça veut pas dire qu'il faut le couper du jour au lendemain. Il va falloir tester pour comprendre est-ce qu'on peut le couper, par quoi le remplacer, sur quel périmètre est-ce qu'on peut le couper. Donc les tests vont permettre d'aller opérationnaliser les résultats des MMM. Et les tests, évidemment, viennent aussi en complément de ce qu'on lit dans les rapports de campagne. En suivant nos campagnes au jour le jour, ça va nous donner des idées de tests qui vont, là aussi, à la fin, être réintégrées dans notre pilotage pour améliorer nos performances. Et l'autre complémentarité qu'on voulait mettre en avant ici aussi, c'est la complémentarité inverse. C'est comment est-ce que le MMM va s'alimenter des tests et du run pour gagner en efficacité. Un MMM, lorsqu'on le paramètre et lorsqu'on crée le modèle, on va le calibrer et lui donner des bornes. On va lui dire, je veux pas qu'à la fin, tu me dises que le ROI de tel levier est supérieur à 10. Parce que j'ai déjà mené des tests en amont qui m'ont montré que le ROI de ce levier était entre 7 et 9, par exemple. Et donc, ça va nous permettre d'aller affiner notre MMM pour avoir des résultats encore plus précis qui vont pouvoir nous donner des idées de tests encore plus enrichissantes. Et donc, c'est vraiment cette combinaison qu'il faut aller chercher, cette calibration du MMM grâce aux tests qu'il faut aller chercher. Les tests, on a déjà parlé dans la partie first party, donc je vais passer rapidement dessus. Et peut-être pour finir sur les bonnes pratiques du MMM, on voulait juste en transmettre une ici. C'est que le MMM, désormais, l'expertise économétrie est de plus en plus accessible par des partenaires, notamment Converteo, mais évidemment plein d'autres, et de moins en moins cher. C'est-à-dire que nous, Converteo, les MMM qu'on fait maintenant coûtent beaucoup moins cher que ceux qu'on faisait il y a 5 ans, parce qu'on est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et bien meilleur dans notre savoir-faire. En revanche, il y a une chose sur laquelle on n'a pas d'impact, c'est la disponibilité et la qualité de la donnée pour que vous puissiez, pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut pour faire un MMM. On a mis ici quelques critères sur la qualité et la disponibilité de la donnée. Dans l'historique, c'est bien d'avoir 3 ans de données. Ça peut marcher avec 1 an de données, mais la saisonnalité, je pense au JO par exemple, fait qu'on va avoir des apprentissages qui seront parfois difficiles à lire. La granularité, c'est important d'avoir la donnée à la maille la plus granulaire possible. Semaine, c'est parfait, c'est pas toujours possible. Mois, ça marche aussi, mais ça sera un peu moins précis.
Et ensuite, il faut de la donnée exhaustive, qu'on puisse avoir dans une base de données tous les leviers médias, donc aussi bien le search, le social que la télé, l'affichage, la radio, etc. Les leviers marketing, si vous voulez vraiment avoir une vision complète, levier marketing, ça peut être la promotion, toutes les informations sur la promotion, et enfin les informations sur la concurrence, potentiellement, des informations sur ce qu'ont fait vos concurrents sur certaines périodes de l'année, des gros lancements produits par exemple, pour comprendre comment est-ce que vous avez réagi par rapport à ces lancements produits. Et le dernier point, hyper important, la nomenclature. Il faut qu'on soit capable, pour qu'un MMM soit efficace, de différencier les différentes stratégies entre elles, les différents types de campagnes. Est-ce que c'était une campagne display? Est-ce que c'était une campagne vidéo? Les différents types d'audience, par exemple. Est-ce que c'était des audiences first party, des audiences third party, pour ensuite avoir les apprentissages les plus fins possibles et encore une fois alimenter notre stratégie de test et notre run. Je vais conclure là-dessus. L'annonce de Chrome, très rapidement, ça nous donne un petit peu plus de temps sur Chrome pour continuer à faire de l'A/B test standard basé sur des cookies et aussi pour avoir des rapports d'attribution, notamment sur du post-view, continuer à avoir des informations de post-view sur Chrome, qui était une des métriques mises à mal avec la disparition des cookies. Je vais peut-être m'arrêter sur cette slide si vous avez des questions. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce webinaire. Les solutions cookieless, maintenant, c'est plus seulement continuer à faire comme avant, mais je pense que c'est vraiment un avantage concurrentiel. Et ceux qui ont de l'avance ont déjà commencé à générer des gains de performance assez forts. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un boulevard et en fait plein de sujets hyper intéressants débloqués par le server-side, par les données first-party CRM, etc., qui peuvent aussi vous permettre de faire évoluer votre terrain de jeu et de sortir plein de nouveaux cas d'usage avec plein de gains de performance associés. Voilà, c'était... Ouais, vas-y. Ouais, en plus de ça, je reviens très rapidement sur ce que tu as dit sur le côté privacy, aussi l'intérêt pour la partie conformité et respect de la confidentialité du server-side. A priori, ça paraît un peu contre-intuitif parce qu'on va se baser sur des données CRM qui sont donc plus directement identifiantes que les cookies tiers, etc. Mais un bon setup server-side, ça permet vraiment à l'éditeur du site d'avoir un contrôle assez fin sur la donnée des utilisateurs, d'une part. Et la deuxième chose qui est aussi importante à comprendre, et notamment de la part de vos équipes juridiques et de vos DPO, c'est le fait que la donnée qui est partagée aux adtech, elle va pas permettre d'enrichir leur base de données. Elle est hachée et elle permet juste en fait de servir de clé de comparaison avec des données qui sont déjà connues par les adtech. Donc en gros, si la donnée n'est pas déjà connue par l'adtech, elle n'a aucun sens, elle n'est pas déchiffrable, elle ne va pas venir augmenter le nombre de personnes dans les bases de données d'un Meta ou d'un Google par exemple. Et les données qui sont déjà connues par Google, c'est parce que Google a déjà le consentement des utilisateurs pour l'utiliser à des fins de publicité, par exemple, ou la même chose du côté de Meta, TikTok et toutes les solutions, enfin tous les éditeurs de solutions type Conversion API. Donc en fait, en ayant le bon discours auprès de vos équipes juridiques et des PO, vous pouvez leur expliquer comment ça fonctionne techniquement et les rassurer normalement de manière assez forte sur ces cas d'usage-là et sur le fait que ça peut avoir un intérêt même sur la conformité de votre entreprise, ce qui est la raison pour laquelle la CNIL avait proposé surtout toute la partie en 2022 notamment quand Google Analytics avait été considéré comme illégal juste parce que les transferts vers les US étaient devenus très compliqués à mettre en œuvre. La CNIL elle-même avait proposé une solution de proxification qui n'est ni plus ni moins qu'un déploiement en server-side avec beaucoup de contrôles ajoutés de Google Analytics. Donc c'est quelque chose qui peut être déployé d'une manière qui est finalement bénéfique en matière de conformité, en matière de protection des données. Et c'est pas seulement du marketing. Merci Adrien, en effet. Et peut-être pour compléter, si jamais vous avez besoin d'aide aussi pour aller porter ces sujets devant vos DPO, c'est des sujets qu'on a l'habitude de décortiquer, de présenter et sur lesquels on échange régulièrement avec les DPO de nos clients. Donc n'hésitez évidemment pas à nous contacter sur ce type de sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais peut-être mettre juste nos adresses mail ici. Si je vois qu'on a plusieurs personnes en train de taper. Ah, super. Juste pour nous dire merci. Webinaire très pertinent, intéressant. On prend aussi. C'est pas une question, mais on prend avec plaisir. Oui, c'est vrai qu'on prend tout à fait ça, ouais. Ah, merci. Sébastien, c'est un prénom qui marche bien sur ce webinaire. On devrait en inviter plus, je pense.
Bah, merci beaucoup d'avoir assisté à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le replay devrait arriver dans vos boîtes mail bientôt, je pense, peut-être même dans la foulée. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup, bonne journée.